Donc, la semaine dernière, j'ai essayé de vous parler de cette idée de renormalisation. Et je vous rappelle très brièvement ce que j'ai essayé de dire. C'est que l'idée, c'est de considérer un système avec beaucoup de degrés de liberté, dont la taille, par exemple, linéaire est L. Et pour un choix des paramètres, on avait vu qu'on pouvait prendre, par exemple, pour la percolation, le paramètre P, ou bien pour un modèle d'Ising, un couplage K, qui est en général J sur KT. Donc, c'est pour le modèle d'Ising, J, c'est le couplage entre proches voisins. Et l'idée de la renormalisation, c'est d'essayer de voir si ce grand système peut être remplacé, ressemble, et tout est caché dans ce mot ressemble, à un système de taille plus petite, avec des nouveaux paramètres, P', K', etc. Et il y a cette idée des blocs de Kadanoff que j'ai mentionné, qui consiste à dire on part d'un système sur un réseau régulier. Ici, c'est un réseau carré, mais on pourrait le faire sur d'autres réseaux. D'ailleurs, on va le faire sur un autre réseau dans quelques minutes. Et on définit... Donc, au départ, on a des spins sur chacun des sites. Si on prend un modèle de type Ising qui valent 1 ou moins 1, ou bien 0 ou 1, on a des variables binaires, par exemple, pour dire qu'un site est occupé par un atome ou vide. Et on se donne au départ les poids des configurations. En général, c'est donné par des poids de Boltzmann, donc des sigma i, qui est de la forme E puissance moins un h qui dépend de sigma i. Bon, dans le cas présent, dans le cas du modèle d'Ising, ça serait K somme sur I voisin de J de sigma I, sigma J. Et on veut définir des variables de blocs, donc S grand I, sur chaque bloc, qui est simplement la majorité ou plutôt le signe, si vous voulez, de la somme des spins qui sont dans le bloc. Et on voudrait voir comment l'hamiltonien qui est là se transforme en un hamiltonien, en un poids pour ces spins renormalisés ou ces spins définis par la majorité des spins à l'intérieur de chaque bloc. Donc on voudrait passer de E puissance moins h sigma, de sigma i, à un E puissance moins h renormalisé juste pour les spins SI. D'une certaine manière, on a réduit le nombre de variables puisque chaque bloc, par exemple, dans le cas que j'ai dessiné, a 9 spins et on se retrouve avec 9 fois moins de variables. Donc, on a beaucoup réduit la taille de l'espace des faces. Alors, est-ce que ce programme qui consiste à passer des poids des spins microscopiques à ces spins renormalisés, à ces spins de blocs, est-ce qu'on peut le faire en pratique? Alors, il y a 4 possibilités, à mon sens, que j'ai regroupées en 4. La première façon de faire, c'est les renormalisations dans l'espace réel. Et ça, je vais en parler en particulier aujourd'hui. Alors, en fait, ça, c'est souvent des approximations qui ne sont souvent non contrôlées. Donc, vous faites une approximation, on va voir ce qu'on néglige et pourquoi on néglige des choses quand on fait cette approximation. Mais en fait, c'est une méthode qui est intuitivement beaucoup plus parlante. Et puis, il y a un certain nombre de propriétés qui apparaissent dans ces renormalisations dans l'espace réel et qui sont tout à fait générales, et je vais essayer d'en parler un peu, qui permettent de voir, par exemple, des relations entre comportements critiques, par exemple, des relations entre exposants critiques. Bon. Et ces renormalisations dans l'espace réel, donc c'est des approximations, comme je le dis, non contrôlées, mais on peut faire des réseaux sur mesure, donc je vais parler un tout petit peu, qui s'appellent les réseaux hiérarchiques, pour lesquels les réseaux sont faits de telle façon qu'elles deviennent totalement exactes. Ça ne devient plus des approximations. Donc, soit c'est une approximation non contrôlée si on le fait sur un réseau carré, soit si on utilise ce qu'on appelle la méthode de Migdal-Kadanoff, ou les réseaux hiérarchiques, eh bien, ça devient exact.
Alors, la deuxième façon d'essayer de passer des poids microscopiques aux poids renormalisés est à travers des approximations qui sont contrôlées. Et en particulier, l'une d'entre elles qui a beaucoup été utilisée, c'est le développement en epsilon. C'est-à-dire on se place près d'une dimension de l'espace pour lesquelles on sait faire les choses. Par exemple, dans le modèle d'Ising ou dans d'autres problèmes qu'on va le voir peut-être aujourd'hui ou au début de la prochaine séance, les problèmes de polymères. Il y a une dimension particulière qui est la dimension 4. Donc si on vivait en dimension 4, on saurait traiter le problème et on essaye de se placer proche de cette dimension 4 pour voir quels termes doivent être pris en compte et comment engendrer ces approximations. Donc ça, c'est une deuxième approche. La troisième approche, bien, elle peut être essentiellement numérique, c'est-à-dire qu'on va traiter des systèmes les plus grands possibles et en utilisant l'idée de renormalisation, eh bien, on arrive à améliorer de manière systématique. Donc c'est une amélioration systématique des résultats. Et la quatrième approche, c'est de partir de l'idée que quand vous faites cette renormalisation, il va y avoir des points fixes, et donc de se placer directement au point fixe et d'étudier les symétries qui existent au point fixe. Donc, si vous avez un hamiltonien fixe, un H étoile, point fixe de la renormalisation, eh bien, à ce point fixe, il y a des symétries. Par exemple, en dimension 2, il y a des symétries conformes. Alors, je ne vais pas rentrer dans ces détails aujourd'hui, mais il va en être question pendant le séminaire tout à l'heure. Et ces symétries permettent de prédire des comportements critiques ou de calculer des fonctions d'échelle exactement, simplement, à partir des symétries que l'on comprend. Donc, tout à l'heure, il y aura un séminaire et peut-être j'essaierai un tout petit peu de l'introduire avant. Alors, ce que je vais faire maintenant, c'est déjà de vous montrer un des calculs classiques et assez simples de cette méthode de bloc, et on va voir ce qu'on néglige et ce à quoi on arrive. Alors, donc ce calcul, il apparaît dans beaucoup de cours sur la renormalisation. C'est une méthode de renormalisation dans l'espace réel. Donc, ça consiste à prendre un réseau triangulaire. Pourquoi triangulaire? Parce que la majorité, ça sera beaucoup plus facile à définir. Donc, je prends un réseau triangulaire. Et ainsi de suite. Et on peut définir pour ce réseau triangulaire des blocs qui vont être des triangles élémentaires. Donc, pourquoi triangulaire? Parce qu'il y a le bloc le plus simple, ça va être un triangle, et que quand on a 3 spins, dire ce que c'est que la majorité, ça sera plus facile. Donc, on va couvrir ce réseau par des triangles rouges, de telle manière que chacun des sites du réseau se trouve dans un des triangles rouges. Donc, j'espère que je ne vais pas me tromper. Ici, il y en a un. Et ainsi de suite. Donc voilà, j'ai mes triangles rouges. Et maintenant, je voudrais m'intéresser à un système avec 3 n spins. Donc j'ai un grand système avec 3 n degrés de liberté. Donc n, ça va être le nombre de triangles rouges. Et ce que je voudrais, c'est définir pour chacun des triangles un spin renormalisé ou un spin de bloc qui est le signe des sigma i appartenant au bloc numéro i. Donc dans chaque bloc, il y a 3 spins. C'est un petit
relativement facile à imaginer. Et donc, on voudrait passer de ce système de 3 n spin sigma i, qui valent plus 1 ou moins 1, à un système avec n spin si, qui valent plus 1 ou moins 1. Alors, l'idée des blocs de Kadanoff, ça va consister à faire une approximation. Enfin, pour le faire marcher, on va être obligé de faire une approximation. Et en fait, cette approximation, elle est basée sur une théorie de perturbation. Donc, en fait, le poids d'une configuration sigma, le poids de départ, c'est la forme et puissance k somme sur i voisin de j de sigma i sigma j. K, c'est moins le couplage sur T. Enfin, pardon, c'est le couplage sur T, ou KBT, si vous voulez. Et ce qu'on va faire, c'est que ces poids qui sont de la forme et puissance moins h, donc ces poids qui sont de la forme et puissance moins h qui dépend des sigma i, on va écrire cette énergie, h, qui est écrite ici, on va l'écrire sous la forme d'une somme de 2 termes, et on va faire une perturbation. Alors on va écrire h égale h0 plus v, un peu comme en mécanique quantique ou classique, on fait de la théorie des perturbations. Et dans h0, on va mettre la partie de l'énergie où les spins sigma i, sigma j appartiennent au même bloc. Et dans V, on va mettre les paires qui appartiennent à des blocs différents. Blocs différents. Alors si vous... Et ce que je vais faire, c'est de considérer que ce V, c'est une perturbation, comme s'il était petit. Alors si vous réfléchissez, le nombre de termes, s'il y a 3 n spins en tout, le nombre de termes qu'il y a dans le H0, c'est 3 n termes, et le nombre de termes qu'il y a dans V, c'est le reste, c'est 6 n. Donc il y a il y a 2 fois plus de termes dans V que dans H0, et malgré tout, je vais considérer que V est petit. C'est là que réside l'approximation. Alors, si je veux calculer le poids renormalisé, le poids des SI, donc des spins de blocs, eh bien, ce qu'il faut que je fasse, c'est somme sur tous les sigma i étant donné les spins SI. Donc, je somme sur toutes les configurations sigma qui donnent un certain choix. Donc, ça, c'est les poids renormalisés, si vous voulez, de E puissance moins H0 plus V. Là, il n'y a absolument aucune approximation. Et ça, je peux l'écrire toujours sans faire aucune approximation. Somme de E puissance moins H0, donc cette somme, toujours, fois valeur moyenne de E puissance de moins V pondéré avec H0. Donc je peux faire... quand j'ai écrit ça, j'ai simplement multiplié en haut et en bas par E puissance moins H0. Alors, à moi maintenant de calculer ce premier terme et d'essayer de dire des choses sur le deuxième. Alors le premier est très facile à calculer. Pourquoi ? Parce que j'ai des régions qui ne se voient pas les unes les autres. Donc en fait, il va y avoir la fonction de partition d'un tout petit triangle à la puissance le nombre de triangles. Donc le résultat, il vaut un certain A de k, puissance le nombre de triangles, et puissance moins V 0. Et le A de k, si vous voulez le calculer, il faut regarder toutes les configurations, mais il n'y en a pas beaucoup, pour lesquelles la majorité des spins vaut plus. En fait, si vous regardez, il y a 3 configurations où il y a une configuration où les 3 spins pointent tous dans la même direction, et il y a 3 configurations où il y a 2 spins pointant dans une direction et le troisième dans une autre. Donc, dans ce cas particulier, A de k, c'est simplement E puissance 3k plus 3 et puissance moins k. Bon. Donc cette partie, elle est facile. En plus, elle a l'avantage de ne même pas dépendre de la valeur des SI.
Et maintenant, la difficulté à avoir avec ce puissance moins v, 0. Donc, tant que je suis arrivé là, je n'ai fait aucune approximation. Là, c'est un problème, une situation exacte. Alors, là où va être fait l'approximation, donc l'approximation, ça consiste à remplacer, à dire que ça, c'est pas très différent de e puissance moins v dans l'état 0. Alors, quand on fait ça, on a négligé des termes, on en discutera dans une minute. Donc je vais essayer de voir ce que ça donne quand je fais ce remplacement, si je peux calculer ce v dans l'état 0. Alors, moins v dans l'état 0, hein, donc quand je dis dans l'état 0, ça veut dire moyenné avec l'hamiltonien H0, et dans l'hamiltonien H0, les spins des différents triangles n'interagissent pas entre eux. Dans H0, il n'y a aucun terme qui les couple. Alors, bon, il faut faire un tout petit calcul, si vous voulez. Supposons par exemple que le spin SI est égal à plus 1. Alors, les trois spins qui contribuent, hein, je vais prendre le spin I ici, il va y avoir trois spins, sigma 1, sigma 2, sigma 3, qui constituent ce triangle. Eh bien, si SI vaut plus 1, il y a quatre états possibles. Il y a sigma 1, sigma 2, sigma 3, ils valent tous les trois plus. Ou bien, il y en a deux qui valent plus, et le troisième qui vaut moins. Et les poids de ces configurations, c'est ici E puissance 3K, parce qu'il y a les trois couplages qui sont satisfaits. Et là, il y a E puissance moins K, E puissance moins K, E puissance moins K. Et donc, si je m'intéresse au cas où SI vaut plus 1, la valeur moyenne du spin numéro 1, ça va être, il vaut plus, moins avec ces poids-là. Donc, ça va valoir E puissance 3K moins, plus E puissance moins K sur E puissance 3K plus 3 E puissance moins K. Donc, ça, c'est ce que vaut ce spin si le spin du bloc est plus 1. Si le spin du bloc était moins 1, on referait exactement le même calcul. Et donc, on trouve que la valeur moyenne du spin 1 avec l'hamiltonien 0 vaut ça. Je vais appeler ça phi de k fois SI. Et donc, si je veux calculer la valeur moyenne de V dans l'état avec l'hamiltonien H0, eh bien, ça va valoir K somme sur les I et J qui n'appartiennent pas au même bloc de sigma I, sigma J 0. Mais comme les blocs avec l'hamiltonien 0 n'interagissent pas entre eux, c'est pareil que sigma I, sigma J, puisqu'ils sont indépendants, sigma I, sigma J 0. Et donc vous voyez que moins V va être proportionnel à un couplage entre le spin du bloc I et le spin du bloc J. Alors si on veut effectuer cette somme, c'est relativement facile. Vous voyez que un spin d'un bloc va en général interagir avec deux spins du bloc voisin. Donc il va y avoir un facteur 2 qui va apparaître. Et quand vous faites ce calcul, donc qui est quand même un calcul assez élémentaire, vous arrivez au résultat que K', le couplage renormalisé, c'est-à-dire le couplage pour les spins grand SI, les spins de bloc, est donné par 2 phi de k fois k. Et phi, je l'ai écrit ici, phi de k
est égal à e puissance 3k plus e puissance moins k, pardon, c'est phi de k au carré, e puissance 3k plus e puissance plus 3 e puissance moins k. Donc on est arrivé à une formule de renormalisation au prix d'un calcul qui n'est pas gigantesque. Bon, mais qu'est-ce qu'on a fait de mal? Eh bien, on a fait une approximation à ce niveau-là. On a remplacé e puissance moins v, la valeur moyenne de l'exponentielle, par l'exponentielle de la valeur moyenne. Encore une fois, cette approximation, elle n'est pas au départ tellement justifiée, puisque v contient plus de termes que l'hamiltonien qu'on a traité exactement. Mais bon, c'est souvent, on fait des perturbations autour des cas que l'on sait, que l'on comprend. Donc ça, on obtient ainsi une formule de renormalisation. Alors je vais juste faire le dessin. K' en fonction de K. Vous voyez que pour K très grand, eh bien, phi, il vaut 1. Donc, en fait, ça va être asymptotiquement une droite qui fait 2K. Et puis, pour K très petit, K tend vers 0, eh bien, phi de K, il vaut 1,5. Donc, ici, c'est une courbe qui commence avec une pente 1,5. Donc, la forme de K' en fonction de K est de ce type. Et puis, quand vous cherchez un point fixe, comme on a fait la dernière fois, vous trouvez un point fixe quelque part. Donc, vous pouvez trouver la formule explicite si ça vous amuse. Calculer l'exposant comme on l'a fait la dernière fois, c'est-à-dire en regardant la pente de la formule de renormalisation au point fixe. Donc, tout ce qu'on a discuté la dernière fois pour le problème de percolation va s'appliquer ici. Alors, pourquoi j'ai essayé de discuter cet exemple? Pour vous montrer d'abord que c'est une approximation et aussi pour vous faire sentir, le calcul est possible, on peut se dire qu'est-ce qu'on a négligé. Et ce qu'on a négligé, eh bien, c'est des cumulants. Donc, si on essaye de réécrire e puissance moins v0 comme ça, eh bien, ça, c'est de la forme exponentielle de, supposons que, pardon, exponentielle v dans l'état 0. Hein, donc, ça veut dire, je prends le terme v que j'ai effacé, en fait, qui est simplement les couplages entre tous ces blocs, et je veux calculer la valeur moyenne de puissance moins v avec l'hamiltonien H0 où les différents blocs ne sont pas couplés. Alors, si je fais ça, bah, c'est exponentielle de log de e puissance moins v0, et ça se développe en cumulant, c'est-à-dire que ça va être exponentielle de moins v dans l'état 0, le terme qu'on a calculé, mais il y aurait des termes, alors j'espère que je ne me trompe pas, du genre v carré dans l'état 0 moins v moyen dans l'état 0 carré, avec moins 1 tiers, j'espère que mes signes sont corrects, avec des v cubes, enfin tous les cumulants de v. Et donc, c'est possible de calculer, par exemple, la première correction ou la deuxième correction. Et ce que font apparaître ces corrections, c'est que ça va faire apparaître des couplages plus compliqués entre les spins. Vous voyez qu'on a pris juste v0 juste la première moyenne, on est tombé sur une interaction qui était du même type que celle avec laquelle on a commencé. On a trouvé juste des couplages SI, SJ entre les blocs. Si vous prenez en compte ces corrections supplémentaires, vous allez trouver des termes SI, SJ, SK, SL, etc. Et plus vous allez aller loin, plus vous allez trouver des interactions compliquées. Et donc, à un certain moment, si vous êtes dans le cadre de cette approximation, de cette renormalisation dans l'espace réel, vous êtes obligé de vous arrêter ou de tronquer ou de trouver une approximation pour vous débarrasser de ces termes supplémentaires. Alors, une chose que l'on apprend quand on
regarde cette renormalisation dans l'espace réel, donc je vais supposer que ce que j'ai raconté ici est vrai, c'est-à-dire que cette approximation n'en est pas une, eh bien, on trouve qu'on est parti avec des poids de départ, donc des poids initiaux, qui sont le poids d'une configuration sigma qui est de la forme e puissance moins h des sigma i. Donc à présent, c'est de la forme e puissance k somme sur i voisin de j de sigma i sigma j. Donc, j'ai pris ce modèle d'Ising. Et une fois qu'on a groupé les spins en blocs et qu'on a fait cette somme, on est arrivé à quelque chose comme ça. Encore une fois, c'est une approximation, mais cette forme-là me dit que les poids renormalisés, donc maintenant c'est juste pour les spins de blocs, j'ai sommé sur tous les spins microscopiques, et de la forme de A de K, puissance n, fois bien, des poids avec un couplage K'. Donc ça, disons, ça c'était les poids avec le couplage K. C'est les mêmes poids maintenant pour les spins SI. Juste le couplage a été modifié. Alors, quand on somme tous les poids de toutes les configurations, ça revient à calculer la fonction de partition. Donc, si je somme tous les poids des sigma i sur tous les états, ça revient à sommer tous les... je vais dire sous cette forme. Donc, au départ, j'avais 3 n spins, et la fonction de partition z pour mes 3 n spins, pour la valeur k des couplages, eh bien, c'est simplement la somme sur toutes les configurations de spin de e puissance moins h. Alors maintenant, cette somme, je peux imaginer la faire, c'est-à-dire somme sur tous les sigma i des poids qui dépendent du couplage K et des sigma i. Alors maintenant, cette somme, je peux imaginer la faire en 2 étapes, faire la somme sur tous les spins de bloc, et puis la somme sur les sigma i compatibles avec les spins de bloc. Et donc, quand je fais ça, donc de ces puissance h, ou de ces wk qui dépendent des sigma i, eh bien, cette première somme, on vient de la faire à l'instant, elle est là, ça va me donner somme sur les SI de A de K à la puissance n fois une fonction. Une fois que j'ai enlevé ce A de K, je me suis retrouvé avec le même problème que précédemment. Donc je me retrouve avec la fonction de partition pour un système plus petit avec un couplage K'. Donc ce à quoi m'a conduit cette approximation, c'est que la fonction de partition pour un système avec 3 n spins, elle est reliée à la fonction de partition... ce que j'aurais dû écrire, c'est peut-être somme des WR des SI. Et quand je somme sur les SI, ça me donne A de K à la puissance n fois Zn de K'. Donc, on arrive à une équation sur laquelle je vais revenir, qui a beaucoup d'importance, parce que ici, je l'ai obtenue via une approximation, mais on tombe toujours sur des équations de renormalisation de ce type. C'est que la fonction de partition du système de départ, avec 3n, un certain nombre de degrés de liberté pour k, c'est de la forme A de k, puissance n,
fois la fonction de partition pour le système avec les couplages renormalisés. Donc K' égale R de K. Et dans le cas présent, K' égale R de K, et je l'ai écrit un peu plus loin. Bon, il a une valeur explicite, mais si on imagine d'autres renormalisations, on s'attend toujours à avoir quelque chose de ce genre. Éventuellement, le couplage, ce ne sera pas juste un paramètre, mais un ensemble de paramètres, mais on s'attend toujours à avoir une relation de ce genre, entre la fonction de partition du grand système, la fonction de partition du petit système, et ici quelque chose qui est une fonction très douce. Tout à l'heure, A de K, il était écrit, je crois que c'était, je l'avais écrit, c'était A de K égale e puissance 3K plus 3 e puissance moins K dans l'exemple que j'avais regardé. Bon. Alors, ça, c'est un peu l'esprit des renormalisations dans l'espace réel, c'est-à-dire qu'on fait une approximation plus ou moins, enfin, en général, pas très contrôlée, on jette des couplages qui seraient apparus. Ici, les couplages qu'on a jetés seraient dus aux cumulants successifs de cette partie V de l'hamiltonien. Alors, dans les années, dans les années 70, il y a une approximation que les gens ont beaucoup regardée, qui s'appelle l'approximation de Migdal-Kadanoff, qui aboutit à une formule de ce genre. Alors, bon, elle va conduire à quelque chose de cette forme. Je vais l'écrire sous une forme un peu différente, qui est Z de, si j'ai n degrés de liberté, ça va être un A de K puissance n, Z, avec moins de degrés de liberté de K'. Bon, que A de K, ça soit le nombre de spins renormalisés ou le nombre de spins de départ, ça ne change pas grand-chose, parce que c'est juste une façon de savoir ce qu'on appelle A. On pourrait prendre la puissance 1 sur B de ça. Donc ça, c'est une formule pour la fonction de partition. Et cette formule, elle apparaît dans l'approximation de Migdal-Kadanoff que je vais vous décrire dans une minute. Et ce qui a été possible à ce moment-là, c'est de fabriquer des réseaux particuliers pour lesquels cette approximation devenait exacte. Donc, je vais dire quelques mots là-dessus. Donc, l'approximation de Migdal-Kadanoff Migdal-Kadanoff, c'est toujours la même difficulté à laquelle on se heurte, c'est-à-dire que quand on veut éliminer des degrés de liberté, ça génère de plus en plus de couplages. Et il faut faire quelque chose pour ne pas les laisser devenir trop nombreux, parce qu'après, on ne peut plus faire aucun calcul. Donc l'approximation de Migdal-Kadanoff, elle consiste à faire la chose suivante, à dire, je pars d'un réseau régulier, et puis je vais déplacer des liens. Donc, je vais prendre tous ces liens qui sont rouges, un lien sur deux ici, ou une ligne sur deux, et les bouger en les rabattant sur la ligne précédente. Donc essentiellement, je vais renforcer les couplages dans la ligne verticale, renforcer les couplages dans la ligne horizontale, et l'approximation consiste à faire ce déplacement, à dire que le système où j'ai déplacé ces liens et le système initial, ils se ressemblent. Et encore une fois, c'est une approximation qui n'est pas contrôlée, c'est-à-dire, bon, on trouve un résultat. Alors après, il y a différentes façons de le faire, et on trouve des résultats qui sont plus ou moins satisfaisants, mais c'est cette approximation. Donc, après avoir déplacé les liens, je vais me retrouver avec la chose suivante. J'ai mon réseau, les liens qui n'ont pas bougé j'essaye de les dessiner. Et puis les liens qui ont bougé, je les rajoute comme ça. Donc ça, c'est cette idée, c'est l'approximation de Migdal-Kadanoff. On aurait pu décider qu'on a simplement renforcé les liens ici d'un facteur 2, mais en fait, l'approximation, c'est il a déplacé les spins en même temps, et donc
ils arrivent à dire, voilà, on fait une approximation qui consiste à remplacer le réseau de départ par ce réseau. Alors, cette façon de faire, en fait, elle devient précise, exacte. Donc, une façon d'y penser, c'est de dire que c'est une approximation, ou bien de se dire c'est une approximation, mais ça ne l'est plus quand on regarde des réseaux qui sont taillés sur mesure. Donc, dans les années 70 et 80, les gens se sont mis à étudier des réseaux qui sont un peu moins réalistes, qu'on appelle des réseaux hiérarchiques. Et ces réseaux hiérarchiques, ils sont taillés sur mesure, et de façon à ce que l'approximation de Migdal-Kadanoff fonctionne. Alors, comment ils sont taillés sur mesure? Eh bien, ils sont construits de manière récursive, un peu comme dans les figures que je vous ai distribuées, qui étaient distribuées. Là, je crois que c'est sur la page 2. Donc, les réseaux hiérarchiques il consiste à dire, on va le construire de manière récursive. On part avec un système qui est formé de 2 sites et d'un seul lien. Et puis, on va remplacer ce site formé d'un seul lien par un motif. Alors, bon, pour ressembler à la figure qui est à gauche, eh bien, le motif, c'est ce qu'on appelle le motif diamant, c'est-à-dire que chaque lien, on va le remplacer par un ensemble de 4 liens, et puis on va continuer cette opération. Donc ici, il va y avoir des nouveaux sites C et D, et on continue cette opération, comme par exemple c'est dessiné sur cette figure 2. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un réseau hiérarchique. Et ce qui va se passer, c'est que travailler sur le réseau hiérarchique va conduire à une formule de renormalisation qui est de cette forme, mais où il n'y aura eu aucune approximation. Alors, pour faire ce petit calcul que je vais faire pour ce réseau hiérarchique, je vais considérer une généralisation du modèle d'Ising qui s'appelle le modèle de Potts. Alors, le modèle d'Ising, il a été introduit dans les années 20 et le modèle de Potts dans les années 50. Et le modèle de Potts, c'est une généralisation où sur chaque site, il n'y a pas 2 états possibles, mais il y a Q états possibles, Q couleurs, Q états possibles. Et l'énergie est donnée par un couplage, somme sur I voisin de J, de delta de sigma I, sigma J. Donc, en fait, l'énergie est d'autant plus basse qu'il y a des paires de voisins qui sont dans la même couleur. Donc ça, c'est ce qui est défini par le modèle de Potts. Bon, alors on peut le voir comme une généralisation abstraite du modèle d'Ising, mais par exemple, dans les années 70-80, les gens ont regardé des systèmes physiques pour lesquels, par exemple, le modèle de Potts pouvait s'appliquer, en particulier, alors bon, si Q est grand, ça correspond à des problèmes de polycristaux de mousse, sur lesquels je ne vais pas discuter, mais par exemple, sur la page 1, des figures qui ont été distribuées, eh bien, c'est une réalisation du modèle de Potts à 3 états. Alors, le modèle de Potts à 3 états, c'est censé décrire le problème de l'absorption de gaz sur le graphite. Alors, le graphite, c'est un réseau hexagonal. Donc voilà un réseau à peu près hexagonal. Et quand vous êtes sur un réseau hexagonal, déjà, vous pouvez définir 3 sous-réseaux du réseau hexagonal en donnant 3 lettres pour les faces, de façon à ce que chaque sommet soit entouré des 3 lettres à la fois. Donc, il y aura le sous-réseau A, le sous-réseau B et le sous-réseau C. Et puis maintenant, une fois que j'ai fixé ces 3 premiers, je peux remplir tout le réseau hexagonal avec, en mettant B ici, pour que ce site soit voisin des 3 couleurs, C là, B, C, et ainsi de suite. Donc vous avez pavé comme ça votre réseau hexagonal, le réseau du graphite avec des lettres ABC, 3 sous-réseaux.
Et maintenant, si vous absorbez des atomes de gaz rare, donc des atomes qui sont tout seuls, ce n'est même pas des molécules, eh bien, il va se mettre à occuper un de ces hexagones. L'atome absorbé va occuper un de ces atomes. Et vous voyez que s'il est un petit peu gros, eh bien, il va dépasser et il va faire qu'à côté, ça va défavoriser des atomes qui auraient envie, enfin, les atomes qui auraient envie d'atterrir sur les autres sous-réseaux vont être défavorisés. Donc, quand localement les atomes ont choisi le sous-réseau A, eh bien, dans l'entourage, ça va défavoriser les deux autres sous-réseaux, ce qui fait que, vu de manière un peu abstraite, tout se passe comme s'il y avait trois couleurs. Localement, la couleur A, B, C, pour dire que les atomes ont choisi localement d'atterrir sur le sous-réseau, disons A, et ça fait que dans ce voisinage, c'est plutôt le sous-réseau A qui est favorisé. Donc ça, c'est un peu, peut-être, je ne sais pas, une façon de penser à une réalisation du modèle de Potts. Peut-être que c'est aussi un prétexte pour étudier ce modèle de Potts qui a fait travailler beaucoup de théoriciens au cours des dernières décennies. Donc maintenant, je considère ce modèle de Potts à Q état et je vais essayer de faire une renormalisation et on va voir qu'on va tomber sur une équation tout à fait de ce genre. Donc, si je prends si je regarde cette suite de réseaux que j'ai constitués, le premier réseau, il y a un lien, le deuxième, il y a 4 liens, le suivant, il y aura 4 fois 4, il y aura 4 au carré liens, et ainsi de suite. Maintenant, j'imagine que je suis à une certaine étape, par exemple à l'étape du milieu, et je vais supposer que je veux résoudre ce modèle de Potts sur ce réseau, et je vais essayer, on va voir que ça correspond à renormaliser le couplage qui est là. Donc pour voir ça, eh bien, je voudrais trouver le couplage renormalisé entre le spin A, donc entre le spin A et le spin B. Le poids renormalisé, ça va être la somme sur l'état des spins C et l'état des spins D de E puissance K delta sigma A sigma C plus delta sigma A sigma D plus delta sigma B sigma C plus delta sigma B sigma D. Disons, ça c'est, j'ai 4 liens, donc voilà mon Hamiltonien. Et maintenant, je vais essayer de faire la somme, donc il faudrait sommer sur tous ces états. Alors il y a deux situations. Il y a ces sigma A égale sigma B. Alors cette somme ici, il suffit de sommer, il y a Q état pour C et Q état pour D, donc je vous dis quel est le résultat. Ça me donne que ce poids renormalisé, il va valoir E puissance 2K plus Q-1 au carré. Et puis si sigma A est différent de sigma B, eh bien le poids renormalisé, il va valoir 2 E puissance K plus Q-2 au carré. Pourquoi le carré? Parce que la somme sur sigma C donne quelque chose, la somme sur sigma D donne quelque chose, mais si j'ai fixé A et B, les deux spins sigma C et sigma D ne se voient pas, et donc j'arrive à ça. Et donc ça peut s'écrire sous la forme WR est égal à 2 E puissance K plus Q-2 fois au carré fois E puissance K' delta de sigma A sigma B. Donc, s'ils sont différents, j'ai le bon poids. Et s'ils sont égaux, j'ai un poids différent. Et je trouve que E puissance K' est égal à le rapport des deux, c'est-à-dire E puissance 2K plus Q-1 sur E puissance K, 2 E puissance K plus Q-2 au carré. Donc, ce que j'ai réussi à faire ici,
sans faire d'approximation, c'est de remplacer ces 4 liens par un seul lien à condition que le couplage soit renormalisé de cette manière. Et puis, il y a un terme qui est apparu ici, qui est l'équivalent du A de K. Donc, si vous refaites ça à différents niveaux, c'est-à-dire non pas au moment où vous avez 4 liens, mais quand vous en avez 4 au carré, 4 au cube, etc., vous allez tomber sur une récurrence qui est exacte. Donc là, on n'a fait aucune approximation. La seule chose, c'est qu'on a taillé sur mesure dès le départ un réseau hiérarchique pour lequel la renormalisation marche de manière exacte. Et on trompe sur le fait que la fonction de partition avec 4n plus 1 liens, donc à l'étape n plus... Enfin, si j'itère cette construction, pour le couplage K, est égal à A de K puissance 4 puissance n, z 4n de K'. Donc, j'ai relié les fonctions de partition d'un grand système à un système plus petit, et comme ça c'est exact, je peux répéter cette opération autant de fois que je veux jusqu'à ce que j'arrive à un système qui est formé d'un seul site. Et quand il y a un seul site, Z1 c'est facile, quand il y a un seul lien, eh bien Z1 c'est facile, il y a Q carré état possible, il suffit de faire le calcul, et on a Z1 de K est égal à Q fois e puissance K plus Q moins 1. Donc essentiellement, ces deux formules, avec celle qui est là-bas, c'est-à-dire e puissance K' égale e puissance 2K plus Q moins 1 sur e puissance K 2 e puissance K plus Q moins 2 au carré, eh bien, ça me résout tous ces réseaux aussi loin que je veux. J'ai juste à appliquer cette formule et il n'y a aucune approximation quand j'ai fait ça. Alors, ça m'amène à discuter un point sur lequel dont il sera encore question, mais quand on parlera d'effets de taille finie. Mais la première chose, c'est de se dire, après tout cet appareil, toutes ces techniques de renormalisation, c'est pour essayer de comprendre les transitions de phase. En particulier, on a vu que c'était un outil pour comprendre l'universalité à une transition de phase, de comprendre certains exposants critiques, ou essayer de les calculer, ou de comprendre leur universalité. Bon. Et maintenant, on peut se dire où se voit la transition de phase ici. Alors, si vous réfléchissez, Z1, c'est un polynôme de la variable e puissance K, mais Z2, en fait, va l'être aussi, Z3 aussi, donc toutes les fonctions de partition 4n sont des polynômes de la variable e puissance K. Donc c'est des polynômes de plus en plus compliqués de cette variable K. Et on se dit quand même que quand on va construire un réseau de plus en plus grand, on devrait aboutir à quelque chose qui doit voir les transitions de phase. Donc comment les transitions de phase vont apparaître dans un système où finalement les fonctions de partition ne sont que des polynômes, de degrés peut-être très élevés. Comment ça va apparaître? Alors, ça m'amène à parler brièvement d'une question qui a finalement occupé les gens avec de très jolis résultats. Et il y a eu cette idée de dire, voilà, c'est un polynôme en e puissance k, donc quand k varie, eh bien, il n'y a aucune singularité qui existe dans la fonction de partition. Néanmoins, il y a eu cette idée qui date donc des années 50 avec ce qu'on appelle le théorème de Lee et Yang, qui consiste à dire, ah, mais si pour les paramètres physiques, au lieu de regarder les valeurs réelles, on s'autorisait à regarder des valeurs complexes des paramètres. Et il y a cette idée de se dire que plus le système est grand, plus les endroits où la fonction de partition va être singulière dans le plan complexe vont se rapprocher. Donc il y a cette idée que si on a un réseau petit
eh bien, il va y avoir des singularités dans le plan complexe, disons, de K, qui vont être quelque part par là, je ne sais pas. Et puis, plus la taille du système est grande, plus ces singularités dans le plan complexe de la variable vont se rapprocher et pincer l'axe réel, et donc la singularité va apparaître à ce moment-là. Alors vous allez me dire, mais ces z, c'est des polynômes, donc il n'y a aucune singularité. Mais en physique, on n'est pas intéressé tellement par la fonction de partition, mais plutôt par l'énergie libre, qui est le log de la fonction de partition. Et donc, l'endroit où l'énergie libre va être singulière, c'est l'endroit où la fonction de partition s'annule. Donc, cette idée qui date de Li et Yang, qu'il avait regardée dans le plan complexe du champ magnétique et qui a été reprise par Fischer dans les années 60, qui a regardé le plan complexe de la température, consiste à se dire où se trouvent les singularités dans le plan complexe, c'est-à-dire les zéros, les singularités de l'énergie libre, c'est-à-dire les zéros de la fonction de partition dans le plan complexe, et comment ces zéros vont s'accumuler quand la taille du système augmente pour se rapprocher de l'axe réel pour donner lieu à la transition de phase. Donc ça, c'est cette idée. Alors, dans le cadre des renormalisations de ce type, en fait, on peut se poser la question de où sont les zéros. Alors, pour Z1, c'est facile. Je vais prendre la variable. Je vais prendre la variable petit z égale puissance k. Donc Z1, il a un zéro. Mais si je veux savoir où est-ce que k, où est-ce que cette fonction de partition à gauche s'annule, eh bien, il faut que k aille sur un zéro k' de ce z renormalisé. Donc, en fait, si je regarde la transformation de renormalisation, donc si k' ou z' égale r de z, eh bien, le zéro de la fonction de partition dans la variable z, ce sera un zéro de la fonction de partition dans cette variable z'. Donc ça veut dire que par la transformation, c'est un ensemble de zéros qui va... je vais pouvoir relier les zéros d'une fonction de partition au zéro de la fonction de partition pour le système plus grand. Et cette relation, elle consiste à chercher... une façon de les engendrer, c'est assez facile, c'est de se donner, par exemple, le zéro de Z1, et puis de chercher les préimages du zéro de Z1, je ne sais pas, donc il y a un seul zéro, je l'appelle Z0. Donc les préimages par la transformation de renormalisation des zéros de Z1, ça va être les zéros du réseau suivant, et R-n, c'est-à-dire si je prends n préimages, j'itère la transformation à rebours n fois, ça va me donner les zéros de la fonction de partition quand j'aurai construit 4 puissance n. Alors ces objets que l'on obtient, c'est ce qu'on appelle des ensembles de Julia, qui ont été étudiés au début du siècle. Les ensembles de Julia associés à une transformation de renormalisation comme celle qui est écrite ici. Donc c'est l'ensemble de Julia, par définition, ça va être un ensemble de tous les points, une façon peut-être physique de les construire, c'est que vous prenez un point quelconque et vous regardez toutes les préimages que vous formez de ce point dans la limite où vous itérez un grand nombre de fois les préimages. Vous obtenez un objet, et cet objet, ça va être l'ensemble des singularités de l'énergie libre. Et donc, dans les courbes qui ont été distribuées, c'est un travail qu'on avait fait il y a pas mal d'années avec Claudie Dixon et Laurent de Sèze, où on avait justement calculé tous les zéros de ces fonctions de partition. C'est juste, la seule chose qu'il y avait à faire, c'est juste de chercher les préimages d'un point par cette transformation, ce qui est assez facile à faire numériquement. À l'époque, les outils graphiques n'étaient pas si développés, donc c'était un peu plus compliqué, mais c'était exactement ça. Bon, ça, c'est un peu anecdotique. La chose qui est vraiment importante, c'est ce qu'on peut tirer de cette récurrence
sur les fonctions de partition. Alors, ici, dans le cadre de ces réseaux hiérarchiques, le facteur d'échelle est 4, hein, puisqu'on a remplacé 4 liens par un seul lien. Donc ici, le B puissance D vaudrait 4. Mais de manière générale, on a une équation de ce genre. Et pour la fonction de partition, donc, qui relie la fonction de partition pour un couplage à la fonction de partition d'un système plus petit pour un couplage plus petit. Et ça, si on essaye de définir l'énergie libre par degré de liberté, donc je définis cette énergie libre Fn de k qui est égale à log de Zn sur n. Bon, d'habitude, on met moins kt devant, mais ce moins kt, il ne va rien changer à la discussion. Donc ça, c'est une énergie libre qui dépend de k. Bien, vous voyez que, simplement en prenant le log qui est là, bien, je vais trouver que Fn, l'énergie libre pour la valeur k du paramètre, ça va être ce terme-là. Donc, je l'appelle G de k. Hein, donc je prends le log et je divise par n. G de k, c'est le log de A, là, plus 1 sur B puissance D, l'énergie libre, n sur B puissance D de k'. Donc ça, c'est une équation qui est très générale dans le cadre de la renormalisation, qui relie l'énergie libre pour une valeur du paramètre à l'énergie libre pour une valeur du paramètre renormalisé. Là, je n'ai mis qu'un paramètre. Si on renormalisait avec plus de paramètres, on verra un peu ce que ça donne. Par exemple, quand on met un champ magnétique, ça donne une équation qui est exactement la même, sauf qu'au lieu d'avoir K, il y aurait K, H, etc. Donc ça, c'est une équation importante. Et peut-être celle qui est plus importante encore, c'est de se dire, bon, ben, si le système est infiniment grand, eh bien, que je prenne l'énergie libre pour un système de taille n par degré de liberté ou pour un système de taille n sur b pour un nombre de degrés de liberté, de toute façon, le nombre de degrés de liberté est infini, donc c'est pareil. Et donc, on arrive à une équation fonctionnelle pour l'énergie libre. F de k égale G de k plus 1 sur B puissance D F de K'. Et donc K', c'est R de K. Alors, bon. Alors, si on a cette équation, et si on se place exactement à K égale KC, au point fixe, bon, ça va me dire que F de KC égale G de KC plus 1 sur B puissance D F de KC, puisque je suis au point fixe. Et donc, je vais trouver que F de KC, c'est égal à G de KC plus 1 sur B puissance D F de KC. Et je peux, comme ça, fabriquer une série géométrique qui va me permettre de calculer l'énergie libre au point KC facilement. F de KC égale somme sur P de G de KC sur B puissance D fois P. Et la série, elle converge, hein, puisque B est plus grand que 1, c'est le facteur d'échelle. Bon, ça, très bien. Maintenant, je veux m'intéresser à des dérivés de l'énergie libre. Par exemple, l'aimantation est une dérivée de l'énergie libre. La chaleur spécifique, c'est une dérivée seconde de l'énergie libre. Donc, je voudrais m'intéresser à des dérivés de l'énergie libre. Alors, essayons de dériver par rapport à la température ou par rapport à K, puisque K, c'est 1 sur la température. Donc, je dérive par rapport à ce paramètre K, cette équation. Et je vais trouver f' de K égale G' de K plus 1 sur B puissance D f' de K dk', enfin dk' sur dk. Bon. Et si je suis au point fixe, eh bien, je vais avoir une équation du même genre, f de KC égale G de KC plus f' de KC, pardon, c'est f' ici, et puis devant, il y a 1 sur B puissance D, et il y a cette dérivée dk'
sur dk en cassé. Donc c'est une équation vraiment du même type, hein. Ça se ressemble beaucoup, à une chose près, c'est qu'il y avait 1 sur b puissance d, et maintenant il y a 1 sur b puissance d, dk' sur dk. Donc d'une certaine manière, hein, la série, elle va avoir plus de mal à converger. Bon, si c'est plus petit que 1, tant mieux. À ce moment-là, la série converge. Je vais calculer f' de cassé. Mais elle a plus de mal à converger. C'est plus lent, parce que le dk' sur dk est plus grand que 1. Bon, soit. Je calcule, supposons qu'on est dans des conditions favorables, que c'est plus petit que 1, tant mieux. Si je calcule f seconde, bon, alors je pourrais remplir les tableaux. Si je calcule fn, en fait, la nème dérivée, ce qui va se passer, c'est que je vais avoir gn de cassé. Je vais avoir plein de choses qui vont venir de toutes les dérivées, parce que quand je commence à dériver, il y a plein de termes qui apparaissent. Donc, je ne les écris pas, mais tous ces termes peuvent se calculer, parce que ça fait intervenir les dérivées précédentes. Donc, je ne les écris pas. Et puis, à un endroit, il va y avoir bd dk' sur dk en cassé, puissance n, fois la dérivée nème de cassé. Et donc, c'est toujours des équations du même genre, sauf que chaque fois que je dérive, bon, le g il devient plus compliqué, mais ça reste un nombre qui n'est pas que je contrôle, que je peux calculer explicitement. Mais la convergence est chaque fois de plus en plus dure. Et à un certain moment, quand le terme que j'entoure ici, il va devenir plus grand que 1, ça explose. Donc, à ce moment-là, la dérivée nème est infinie. Ce qui me dit que l'énergie libre devient singulière. Donc, je suis à une transition de phase et je vais pouvoir essayer de dire des choses sur quel est le type de singularité qui apparaît. Mais à ce stade, je vois simplement qu'il y a quelque chose qui est infini qui apparaît parce que, simplement faisant cette dérivée. Alors, vous pouvez vous amuser. J'ai écrit tout à l'heure pour des réseaux explicites les formules de transformation, mais vous pouvez vous amuser en disant... Voilà, je prends un exemple en disant g de k est une fonction, je ne sais pas, k2 sur 1 plus k2 ou quelque chose, n'importe quoi, et puis k' égale lambda k. Voilà. C'est un exemple simple. Eh bien, vous pouvez jouer le jeu que je viens de jouer, et vous allez voir que la fonction sur laquelle vous allez tomber va avoir des singularités à partir d'un certain nombre de dérivés. Vous allez trouver des dérivés infinis qui ont à voir avec les singularités de l'énergie libre. Alors, en pratique, savoir que c'est infini ou pas infini, ce n'est pas très précis, et on voudrait savoir quel est l'exposant auquel on a affaire. Alors, si on prend l'équation fonctionnelle de l'énergie libre qui est écrite ici, on peut dire quel est le comportement critique précis qui va intervenir. Et la façon dont on fait, c'est la chose suivante, c'est de dire f que f de k va avoir f de cassé plus la première dérivée, k moins cassé, f' de cassé, etc., plus toutes les dérivées qui convergent quand je fais ce calcul ici. Tant qu'O n est suffisamment petit, j'ai des termes qui convergent. Et puis à un certain moment, il va sortir quelque chose de singulier. F singulier de k, enfin bon, qui va dépendre de k moins cassé. Et cette partie singulière, donc il y aura tous les premiers termes réguliers, puis à un certain moment, c'est au moment où cette dérivée se met à exploser, il y a quelque chose de singulier qui apparaît. Comment on sort la partie singulière? Eh bien, on prend l'équation fonctionnelle qui est ici, et on dit, si c'est singulier ici, à gauche, il faut que ça soit aussi singulier à droite, et le g de k, c'était une fonction douce où il ne se passait rien d'intéressant. Donc, on va se dire que la partie singulière de k doit être égale à 1 sur b puissance d, la partie singulière comme fonction de k'. Ça, c'est quand on se rapproche du point critique. Alors, traditionnellement, la singularité, elle s'écrit
f singulière de k, ça s'écrit en k moins kc, un exposant qu'on appelle 2 moins alpha. Bon, pourquoi on l'appelle 2 moins alpha? Parce que la chaleur spécifique, c'est la dérivée seconde de l'énergie libre, et que l'exposant réservé à la chaleur spécifique qui s'appelle alpha. Et donc, si on suppose un comportement critique de ce type et qu'on le met là-dedans, eh bien, on arrive à une formule qui est que A, K moins KC, bon, je mets des valeurs, on peut mettre plutôt des valeurs absolues, c'est égal à A, K' moins KC à la puissance 2 moins alpha sur B puissance D, et K' moins KC, comme on est tout près du point critique, c'est égal à A, dk' sur dk au point KC fois K moins KC à la puissance 2 moins alpha. Et puis, pardon, j'ai oublié le B puissance D. Et donc, vous voyez que le A se simplifie, le K moins KC se simplifie, et que ça me dit que dk' sur dk au point KC à la puissance 2 moins alpha, c'est égal à B puissance D. Et donc, à nouveau, on voit que, comme on l'avait vu la dernière fois, qu'on peut trouver l'exposant critique de la chaleur spécifique en regardant la dérivée de la fonction de renormalisation au point fixe. Ça, c'est un grand... Enfin, c'est le message le plus simple, mais peut-être le plus important de cette théorie de la renormalisation, c'est que les exposants sont reliés aux dérivées au point fixe. Alors, si vous vous souvenez la dernière fois, dans le cadre de la percolation, je vous avais dit que cette idée de faire un changement d'échelle, de partir d'un système de taille L à un système de taille L sur B, cette idée, le fait que les deux systèmes se ressemblent, faisait que les deux fonctions de corrélation, donc les distances typiques sur lesquelles les systèmes sont corrélés, eh bien, les fonctions de corrélation subissaient ce changement d'échelle. C'était B fois la longueur de corrélation de K'. Et ça nous avait amené à voir que l'exposant de la longueur de corrélation, qui se comporte en K moins KC puissance moins nu, eh bien, l'exposant nu pouvait se comprendre à partir de la dérivée. Et on était arrivé à une équation du style B égale dk' sur dk puissance nu. Bon, c'est ce qu'on avait vu la dernière fois dans le cadre de la percolation. Alors, vous voyez que si je regarde cette relation pour la fonction de corrélation, pour l'exposant nu, et cette relation pour l'exposant alpha de la chaleur spécifique, essentiellement, c'est la même, à condition que l'exposant de la longueur de corrélation et l'exposant de la chaleur spécifique, il vérifie 2 moins alpha égale d nu. Et ça, c'est une des relations entre exposants critiques qui s'appelle l'hyperscaling. Alors, il y a d'autres relations. Je ne vais pas toutes les passer en revue parce que ça devient peut-être un peu rébarbatif, mais c'est pour vous montrer que la connaissance de cette forme linéarisée du groupe de renormalisation, elle permet d'avoir accès à des exposants et aussi de les relier entre eux. Bon, je reparlerai un petit peu de cette équation fonctionnelle, mais juste pour voir comment on peut interpréter le résultat de simulation. Mais je vais maintenant passer à un autre sujet qui va faire un peu le pont avec le séminaire qu'on aura tout à l'heure. Alors, l'autre sujet dont je vais parler, donc je n'ai pas beaucoup de temps qui me reste, c'est un des problèmes qui a beaucoup été étudié par renormalisation,
qui est le problème des polymères. Alors, les polymères, bien, il y en a dans la nature. Hein. Nous sommes formés de polymères en particulier. Par exemple, les polymères, ce sont de très longues molécules. Donc, les molécules d'ADN, par exemple, sont des longues chaînes d'atomes, enfin, ou de bases. Donc, c'est des très longues molécules. Mais tous les plastiques sont des polymères. Quand vous regardez, quand vous considérez des gels aussi, c'est des longues molécules qui sont enchevêtrées les unes avec les autres, qui font que finalement, ce qui était au départ une solution de ces molécules, comme elles sont très enchevêtrées, fait que ces molécules, ça donne un aspect un peu solide, enfin intermédiaire entre un solide et un liquide. Donc ça, c'est ces longues molécules. Et un certain nombre de ces polymères, on peut les étudier en solution. Donc vous imaginez que vous avez de l'eau ou un solvant et que vous avez cette longue molécule à l'intérieur de l'eau. Et maintenant, vous pouvez vous poser la question, quelles sont les propriétés, quelle est la forme de cette molécule quand elle est dans l'eau, quelle est sa taille, quelle est sa forme. Alors sa forme, elle va fluctuer. Comment sa taille, sa forme va dépendre de sa taille, par exemple. Si vous êtes plus orienté vers des questions un peu de physico-chimie, vous allez vous poser la question quelle est la pression osmotique. C'est-à-dire si vous avez une solution avec pas mal de polymères, comment cette solution, quelle est la pression qu'elle va exercer. En particulier, une des questions simples que vous pouvez vous poser, si c'est très très dilué, la pression va être égale à ρ fois kT. Quand c'est très dilué, ça va être essentiellement un gaz parfait. Vous pouvez vous poser la question de quel est le terme suivant, qui s'appelle le second coefficient du viriel. Et ça, c'est le premier terme qui va me dire comment une molécule interagit avec une autre, hein, parce que c'est le moment où on va ressentir ces interactions. Il y a une formule pour le coefficient du viriel que je ne vais pas donner, mais pour les physiciens théoriciens, peut-être la première question que les gens se posent, c'est quelle est la taille de cette molécule? Et en fait, ces tailles peuvent se mesurer dans des expériences, parce qu'essentiellement, tout se passe comme si c'était un globule, et donc par diffusion de la lumière, eh bien, ils arrivent à déterminer ou à estimer la taille de ces globules. Et une des propriétés qui émergent de tout ça, comme on va le voir par exemple, des données numériques que j'ai fait reproduire, c'est que la taille typique de ces polymères, eh bien, elle augmente comme la longueur du polymère. Donc, n, c'est le nombre de maillons, le nombre d'atomes qui constituent ce polymère, avec un exposant qui s'appelle nu aussi. Pourquoi il s'appelle nu? Parce que ce modèle est relié au modèle de magnétisme et que dans cette relation, c'est le même exposant nu dont nous avons parlé tout à l'heure. Mais bon, c'est peut-être pas utile de rentrer dans ces détails ici. Et donc, le modèle le plus simple que l'on peut imaginer pour ces polymères, c'est simplement de supposer que les différents morceaux n'interagissent pas entre eux. Donc le modèle le plus simple de polymère, c'est de dire que c'est une marche aléatoire ou un mouvement brownien. Et comme vous le savez, si vous prenez une marche aléatoire, un mouvement brownien,
bien, la taille typique de l'objet, ici, va augmenter comme le nombre de maillons à la puissance 1,5. Donc, pour ce modèle, on a nu égale 1,5. Voilà, donc 2 nu égale 1. Et puis, si on prend en compte ce modèle, on aboutit à... On peut décrire parfaitement la forme, les fluctuations de cette forme, etc. Par exemple, on peut... ici, j'ai pris par exemple un cas où c'était une marche aléatoire. Si vous prenez une marche aléatoire avec une probabilité, donc je prends le polymère sur un réseau, c'est toujours beaucoup plus facile d'éviter le continu pour les physiciens. Donc, mon polymère s'est formé d'un marcheur qui fait des sauts de longueur r à chaque étape. Et puis, on a la propriété, on prend une marche qui n'a aucune raison d'aller dans une direction plutôt que dans l'autre. Donc, c'est P de R égale moins P de R. Et dans ce cas-là, si vous dites que l'élongation, la distance entre le point de départ et le point d'arrivée, donc vous avez une chaîne qui se développe comme ça, et vous appelez grand R la distance, eh bien R carré va valoir NA carré, et par exemple, bon, je vais parler de R4 dans un moment, donc A carré, c'est simplement somme des P de R carré. Bon. Donc, si vous considérez que c'est une marche dont chaque pas a une distribution P de R qui vous est donnée, eh bien, vous arrivez à ce résultat-là. Donc, le R total, c'est juste la somme des R. Si vous essayez d'en savoir un peu plus sur la forme, par exemple, vous recalculez cette quantité-là, le quatrième moment sur le deuxième moment. Alors là encore, c'est quelque chose qui est facile à calculer parce que c'est des sommes de variables aléatoires indépendantes, donc c'est quelque chose de facile. Vous allez trouver que le résultat vaut 1 plus 2 sur D, et puis plus B4 moins 4, 1 plus 2 sur D sur N. D, c'est la dimension d'espace. Hein, donc, si vous êtes en dimension D, eh bien, B4, c'est la somme des P de R fois R au carré. C'est ce quatrième moment. Et ce que vous voyez, c'est quand même déjà assez intéressant. Ça a déjà un goût d'universalité. C'est que quand n est grand, bah, finalement, le détail de P de R ne joue pas de rôle et ça converge vers une valeur qui est 1 plus 2 sur D. Ça veut dire que peu importe le P de R que j'ai considéré, je vais avoir une forme qui va toujours se ressembler. Là, je caractérise cette forme par ce rapport de moments, mais si vous êtes plus courageux, vous allez chercher des moments supérieurs, etc., et vous tombez là-dessus. Alors, dans les courbes que j'ai fait reproduire, en fait, il y a un exemple d'un modèle que les théoriciens aiment beaucoup pour les polymères, qui s'appelle la marche auto-évitante. La marche auto-évitante, c'est un peu plus compliqué qu'une marche aléatoire, dans le sens où on essaye de prendre en compte un aspect qui a été complètement oublié quand vous prenez la marche aléatoire, c'est que cette chaîne, elle peut se déformer, mais elle a quand même un effet de ce qu'on appelle de volume exclu. C'est-à-dire que la chaîne ne peut pas se recouper elle-même. Elle ne peut pas revenir pile au même endroit, simplement pour des questions d'encombrement stérique. Alors, les théoriciens ont considéré depuis longtemps un des modèles qui s'appelle la marche auto-évitante, c'est-à-dire ils prennent une marche sur un réseau en interdisant à cette marche de revenir 2 fois au même point. Alors, la chose la plus facile à faire, enfin, si vous avez une petite orientation numérique, ça consiste à essayer de simplement les compter, combien il y a de marches, et d'essayer de mesurer leurs propriétés. Donc c'est ce qui apparaît dans les pages suivantes. On peut compter oméga n dans la page 7 ou Cn dans la page 8. Alors oméga n, la page 7, c'est mon petit programme à moi qui a duré quelques minutes sur un ordinateur. Et la page 8, c'est un peu la même chose.
mais par Anthony Gutmann, qui a compté toutes les marches à 2 dimensions de longueur jusqu'à 51. Donc il en a trouvé un nombre qui est 10 puissance 22. Moi, je m'étais arrêté à 18, à la taille 18, et à ma grande satisfaction, les nombres coïncidaient, mon programme et du sien. On arrive à énumérer les marches jusqu'à un certain moment. Donc ça, c'est l'approche, disons, la plus naïve. Et quand vous énumérez ces marches, vous trouvez des résultats qui arrivent à vous convaincre numériquement, déjà, que ce modèle de marche aléatoire, sans interaction, n'est pas le bon. Alors comment ça se voit ? Eh bien, il y a deux types de données. Par exemple, dans la page 6, eh bien, j'ai représenté, pour ces marches bidimensionnelles, ce rapport R2 sur R2 carré, enfin R4 sur R2 carré au carré, si vous voulez, enfin, ce moment. Et ce moment, si c'était une marche aléatoire, sans interaction, ça devrait valoir 2, en 2 dimensions. Et en fait, si vous regardez les données de la page 6, vous regardez comment ça dépend de 1 sur n, ça a l'air de converger vers une valeur qui est 1,4 ou 1,5. Donc ça a l'air de dire que cette description par des marches aléatoires n'est pas la bonne. De la même façon, si vous regardez, essayez d'estimer l'exposant, ce qui est fait dans la page 9, bien, vous trouvez que la quantité qui devrait valoir l'exposant, qui devrait valoir 2 nu, devrait valoir 1 si c'était des marches aléatoires sans interaction, bien, c'est quelque chose qui a l'air de converger vers une valeur qui est proche de nu vers 3,5, c'est-à-dire que le nu vaut 3/4. Donc tout ça, ça a posé la question de savoir est-ce qu'on peut comprendre ces formes, est-ce qu'on peut comprendre l'exposant nu qui est là, et puis d'autres propriétés, par exemple toute la distribution de ce R, mais on peut se poser des tas de questions sur la forme de cet objet. Donc il y a eu énormément de travaux qui ont été consacrés à ça, et je vais essayer d'abord de vous dire quelques mots sur les valeurs auxquelles on s'attend pour ces exposants, et puis quelques approches qui ont été développées. Donc, la première chose, c'est quel est l'exposant nu qui apparaît ici, c'est-à-dire de combien se gonfle le polymère dû à ces interactions de volume exclu que le polymère n'arrive pas à se recouper lui-même. Alors, une des choses surprenantes quand on n'a jamais baigné dans ces sujets, c'est que, en fait, si la dimension de l'espace était plus grande que 4, eh bien nu vaudrait 1,5. C'est-à-dire que si on vivait en dimension 5, ben, toute cette question de calculer l'exposant nu, ça serait facile, ça serait une marche au hasard. Donc, en fait, il y a une dimension qui s'appelle une dimension critique qui vaut 4 et qui fait que si on vivait dans des dimensions d'espace supérieures, eh bien, peut-être toutes ces idées de renormalisation n'auraient peut-être jamais été inventées parce que ça n'apparaîtrait pas. En fait, pour les problèmes de polymère, c'est 4. Pour les problèmes de magnétisme, c'est 4. Si on vivait en dimension 5 et qu'on s'intéressait à la percolation, il faudrait aller vivre en dimension 7 pour que les choses se passent de manière simple. Bon. Alors maintenant, quand on est en dimension 4, bien R2, bien, ça se comporte comme n, mais il commence à y avoir une correction qui est 1/8. Et puis, quand on baisse la dimension, les exposants se mettent à changer. Donc, quand la dimension est plus petite que 4, R carré se comporte en n puissance 2 nu, avec nu qui vaut à peu près 0,59 en dimension 3. Et puis, en dimension 2, nu vaut exactement 3/4. Et ce que je voudrais essayer d'expliquer ici, c'est, d'une part, pourquoi il y a cette dimension particulière qui apparaît, qu'est-ce qui se passe à cette dimension, et puis pourquoi on sait tant de choses en dimension 2. Quand la dimension est 2, donc ça c'est en dimension 3, et ça c'est en dimension 2. Je vous laisse vérifier parce que c'est immédiat. Qu'en dimension 1, nu vaut 1. Si vous avez une marche qui ne peut pas se recouper, elle va tout droit. Donc il n'y a qu'une seule configuration. Donc le nu vaut 1.
Bon. Alors, je vais essayer d'expliquer cette dimension 4 et aussi vous dire pourquoi, mais ça va, je vais peut-être commencer par là parce que le temps est en train de raccourcir terriblement. Je vais commencer par vous dire une des approches qui permet de comprendre ces problèmes en dimension 2. Alors, imaginons qu'on est en dimension 2 et que vous avez une marche qui ne peut pas se recouper. Et maintenant, j'imagine que cette marche est très longue et il y a une approche qui a été développée au cours des 20 dernières années qui s'appelle SLE. Donc ça s'appelle SLE parce que ça porte le nom de Stochastic Linear Evolution. Et en fait, comme un des grands contributeurs à la question, c'est Schramm, ça s'appelle souvent aussi Schramm Linear Evolution. Et je pense qu'il va en être assez question lors du séminaire. Donc je dis juste quelques mots pour introduire la question. Alors, vous imaginez que vous avez ces marches, donc ce polymère a 2 dimensions. Alors, physiquement, il y a des situations où effectivement on arrive à piéger à l'interface entre deux liquides, par exemple entre de l'eau et de l'huile, à piéger des molécules qui vont vivre dans un monde bidimensionnel. Et vous avez un objet comme ça qui est une marche qui ne va pas se recouper, pas comme dans mon dessin. Et l'idée de SLE, c'est d'essayer d'avoir une façon de construire ces marches dans la limite où la taille du réseau devient toute petite. Et donc, ça consiste à prendre ces marches dans un milieu semi-infini, donc d'imaginer que vous avez une marche qui ne se recoupe pas. Regardez toutes les marches qui ne se recoupent pas et qui partiraient d'un bord ici et qui restent tout le temps dans ce demi-espace. Alors, l'idée de Lehner, enfin ce qu'a démontré Lehner, enfin, je ne vais pas trop empiéter sur ce qui sera dit après, mais ça consiste à dire qu'une façon de représenter cet objet, peut-être avant d'en arriver là, en fait, ici, vous avez une marche qui est une courbe, qui ne se recoupe pas, mais en fait, dans la théorie des phénomènes critiques, on peut fabriquer d'autres courbes qui ne se recoupent pas, par exemple en lien avec le modèle d'Ising ou en lien avec la percolation. Donc il y a toute une famille de courbes qu'on peut fabriquer comme ça selon le système que l'on étudie. Donc on a cette courbe et l'idée enfin, ce qu'a montré Lehner, c'est qu'une courbe comme ça peut se coder, enfin peut se décrire à partir d'une fonction réelle. Que je vais appeler, enfin que les gens appellent AT. Et cette fonction, donc c'est une forme qui est un peu compliquée, qui est bidimensionnelle, mais il y a une fonction d'une variable réelle qui va permettre de coder cette courbe. Et cette fonction de variable réelle, elle consiste à faire un mapping conforme de toute cette région, toute la région à l'extérieur de cette courbe, sur le demi-plan qui est là. Donc il y a un mapping qui va m'envoyer essentiellement tout ce bord. Si je suis le bord qui est là, etc., enfin, il faudrait le resuivre. Il va me l'envoyer sur quelque chose qui va faire ça. C'est-à-dire, il y a la partie blanche qui va... Enfin, la partie blanche qui va être encore blanc là-bas, et puis il va y avoir un mapping qui va me transformer. Et ce mapping va dépendre d'une fonction A2T, peut-être que ça va être décrit de manière un peu plus précise. En fait, la façon dont ça en dépend, enfin, je le dis juste ici, c'est que dgt sur dt, c'est égal à 2, enfin bon, c'est une question de normalisation, g de t moins a de t, g de z. Donc, il y a l'évolution d'une fonction qui va me mapper l'extérieur de cette région, donc le demi-plan privé de cette ligne, sur le demi-plan, et cette fonction A2T va me coder la forme de cette interface.
Et le progrès important de SLE, c'est de montrer que ces courbes compliquées de marche aléatoire auto-évitante, en fait, peuvent se coder par des fonctions aléatoires simples. Et A de t, c'est essentiellement un mouvement brownien. Donc, A de t, c'est simplement une marche aléatoire, enfin, la limite d'une marche aléatoire. Et selon l'amplitude de cette marche aléatoire, on tombe sur les problèmes de marche auto-évitante, ou on tombe sur les problèmes de percolation, ou on tombe sur les bords du modèle d'Ising, ou encore d'autres problèmes. Donc ça, c'est un développement important, très, très intéressant, que d'une certaine manière, qui est un peu, pour lesquels les physiciens ont été précurseurs, mais pour lesquels les mathématiciens ont démontré, en partant vraiment des modèles microscopiques, qu'à grande échelle, pour un certain nombre de modèles, eh bien, ils se comportent effectivement comme ça. Donc ça, c'est juste ce que je vais dire sur ce cas bidimensionnel, pour lesquels il y a beaucoup plus d'experts que moi. Et je vous encourage beaucoup à venir au séminaire qui va avoir lieu après l'interruption, là, par Hugo Dumini-Copin, qui va justement parler de ces choses, sûrement de manière à la fois plus experte et plus simple que ce que j'ai essayé de vous communiquer. Bon, je vous remercie beaucoup.